Dans un monde hanté par des monstres mythiques, il n'aurait dû être qu'un simple chasseur de démons rêvant de mener une vie calme et normale. Mais lors d'une mission, il rencontre la bête divine légendaire le Behemoth, qui lui apparaît non pas comme une créature apocalyptique, mais sous les traits d'une femme sublime qui le désigne comme son fiancé prédestiné. Le voilà maintenant coincé entre son devoir et un être divin qui insiste sur le fait que leurs destins sont liés. Que se passe-t-il lorsque la créature la plus puissante qui soit jette son dévolu sur un simple humain? Voyons voir. Cette histoire a commencé à Berlin en Allemagne. Le protagoniste comprit que s'il avait refusé ce travail à l'époque, rien de tout cela ne serait arrivé. Les monstres que l'on trouve souvent dans les mythes et légendes sont appelés des anomalies. Les temps ont changé, et au cours des 10 dernières années, les anomalies ont commencé à apparaître de plus en plus souvent parmi les humains. La jeune fille a vu ça sur son téléphone, l'a lâché et s'est enfuie. Il existe de nombreuses vidéos sur ce sujet en ligne. Elle n'y croyait pas du tout, pensant que c'était une sorte d'absurdité. Puis elle s'est souvenue qu'il s'agissait d'un rituel occulte courant pratiqué pour s'amuser. Elle courait en se disant que les monstres n'existent pas. La jeune fille entendit un rugissement derrière elle et se retourna discrètement. Elle vit un homme encapuchonné attaquer le monstre par derrière et le trancher en deux. Il a vaincu le monstre et a disparu quelques secondes plus tard. La fille a regardé en arrière mais ne l'a pas vu. Le type avec des lunettes l'a remercié d'avoir accepté ce défi inattendu. Tojuro rangea son arme et demanda s'il y avait d'autres anomalies dans la ville. Le type répondit avec un sourire qu'aucune autre activité anormale n'avait été détectée. Tojuro répondit « Oh Dieu merci ». Le protagoniste a demandé d'une voix forte et colérique s'il ne trouvait pas ça un peu fort, étant donné qu'il s'était précipité dans un autre pays pour cette mission. Il leur a demandé ce qu'ils auraient fait s'ils n'étaient pas venus. Le type à lunettes a ri bruyamment et a dit que Tojiro ne les aurait certainement pas laissés tomber. Le protagoniste s'est assis par terre et a exprimé avec tristesse à quel point il voulait retourner dans son Japon natal. Le type blonde lui a dit qu'il avait affronté un grand nombre de monstres plus qu'eux tous réunis, ajoutant que c'était un résultat incroyable pour un exorciste, surtout à son âge, et qu'il devrait être fier de lui. Tojiro se retourna et dit que cela le dégoûtait. Le type à lunettes lui a demandé comment il se sentait. Le protagoniste a pressé son arme sur son front et a dit tristement que cette anomalie était comme son paizo préféré. Il a ajouté que c'était une sorte de sentiment dégoûtant. Le type le regarda avec compassion. Le protagoniste se souvint comment tout avait commencé. Les anomalies, le monstre qui est apparu dans leur monde il y a 10 ans. Des créatures sont apparues aux 4 coins du monde et à chaque fois elles étaient différentes. Après avoir analysé la situation dans son ensemble, ils sont arrivés à la conclusion que ces monstres de légende s'étaient infiltrés dans leur monde. L'un des spécialistes lors de la réunion mondiale a demandé « Y a-t-il un problème sérieux derrière tout ça ?» Toute la salle le regarda avec perplexité et réprobation. Quelqu'un n'a pas compris et a demandé « Pardon ». Il a ajouté que dans chaque pays, il y avait des gens qui défiaient les mauvais esprits. N'est-ce pas? Ils existent depuis des temps immémoriaux. Il a désigné les dirigeants d'autres pays et a dit qu'ils avaient les leurs aussi. Chaque pays a de tels spécialistes et si on y réfléchit bien, ils existent vraiment. Les autres spécialistes l'écoutèrent d'un air dubitatif et demandèrent si une telle chose existait vraiment. C'est ainsi qu'une division mondiale a été créée pour défier l'inconnu. On les appelait les exorcistes, mais peu importe comment on voit les choses, ce n'est qu'une jolie excuse. Tojiro demanda avec colère au prêtre pourquoi ils ne pouvaient pas combattre les monstres avec des méthodes plus modernes. Il a ajouté que d'autres pays avaient des tonnes d'argent pour créer un nouveau type d'arme contre l'anomalie. N'est-ce pas? Le prêtre ferma la Bible et expira répondant « Tel est leur destin ». Il ajouta que ses ancêtres ne seraient-ils pas heureux de savoir que leur pouvoir servait maintenant le bien de toute l'humanité. Le protagoniste le regarda et demanda « Est-ce que ça leur plaisait vraiment ?» Mais dans sa tête, il comprenait que les exorcistes avaient une règle tacite et celle-ci stipulait que tout comme les monstres de légende, ils devaient rester dans l'ombre. Le protagoniste a vu la fille qui l'a sauvée serrer sa mère dans ses bras. Il a compris qu'elle avait enfin retrouvé celle vers qui elle courait. Le protagoniste, avec une expression mécontente, regarda en arrière depuis l'arrière du camion, pensant qu'à son avis, ce n'était que des difficultés. Après tout, il avait été traîné ici et fait exorciste uniquement parce que sa famille pratiquait le pouvoir spirituel depuis des générations. Il a regardé la fille en pleurs qu'il avait sauvée et a compris que personne ne saurait jamais ce qu'il avait dû faire pour protéger quelqu'un. Le prêtre joignit ses mains devant lui, regarda Tojuro, et dit qu'il comprenait parfaitement, ajoutant qu'ils risquaient leur vie et qu'ils aimeraient entendre des mots de gratitude. Il a dit d'une voix rude « Certainement pas ». Le prêtre demanda perplexe « Vraiment ». Tojuro dit que ce serait bien, mais que le plus important était qu'il ne voulait pas passer sa vie à en prendre d'autres. Il serra sa robe et son poing, ajoutant qu'il voulait simplement être libéré de tout ça. Les exorcistes le regardèrent instantanément perplexe. Le prêtre le regarda avec un sourire en coin et dit qu'il comprenait, mais qu'avec un peu plus de liberté, il pourrait se présenter à cette fille comme un héros et commencer une relation avec elle, n'est-ce pas? Le protagoniste le foudroya du regard et lui demanda à voix haute s'il l'écoutait vraiment.
Les autres exorcistes se mirent à rire et à le taquiner, lui demandant pourquoi il avait besoin de filles alors qu'il les avait eux. Ils dirent qu'ils ne savaient absolument pas comment parler aux filles et lui demandèrent de ne pas quitter leur confrérie de mecs. En colère, il les traita d'idiots et leur cria de la fermer. L'exorciste à la capuche noire se gratta le menton et dit qu'il ne cessait de le complimenter et de l'encourager, affirmant qu'il apportait une contribution inestimable à la lutte contre les esprits maléfiques. Elle ajouta qu'il n'appréciait même pas cela. Le prêtre joignit les mains et dit aux garçons qu'ils allaient maintenant discuter de leur mission actuelle. Tous tournèrent leur attention vers lui et se mirent à écouter attentivement. Il ajouta qu'en ce moment même, leur voiture se dirigeait vers la frontière allemande, vers une ville ancienne devenue un site culturel et historique très prisé des touristes. Un festival annuel allait se tenir dans la ville à partir de ce soir et pendant plusieurs jours. Le prêtre expliqua que leur groupe avait enregistré qu'une anomalie assez puissante sévissait dans ce village chaque année à cette même période. Les exorcistes demandèrent prudemment « puissante » et que sait-on à son sujet. Le prêtre répondit calmement qu'elle était connue parmi les gens comme le roi des bêtes. Il ajouta que le roi des bêtes est un monstre légendaire si grand qu'on ne peut même pas voir son visage. Il apparaît également dans l'Ancien Testament et se classe au-dessus des autres anomalies. Le protagoniste regarda le prêtre surpris la bouche bée. Il lui demanda s'il pouvait seulement espérer vaincre une telle anomalie. Le prêtre lui jeta un regard et dit « Qui sait ?» Il suggéra de voir les choses sous un autre angle. S'il le battait seul, la requête d'un héros ayant apporté une si grande contribution à la protection de l'humanité devrait être écoutée en récompense. Le prêtre tendit la main et regarda. Tojiro ait dit que s'il rêvait d'une vie ordinaire et d'amour, il pensait qu'après la mission d'aujourd'hui, tout cela pourrait devenir réalité. Le protagoniste, les yeux écarquillés et la bouche bée, le regarda avec surprise. Il commença à s'imaginer menant une vie ordinaire, se promenant et s'amusant avec des filles. Les mots sur la façon dont le rêve d'une vie ordinaire et d'amour pourrait devenir réalité s'il battait le monstre restèrent profondément ancrés dans la tête du protagoniste. La petite fille le vit de dos, mais lorsqu'elle se retourna, il avait disparu. Il se déplaçait très rapidement sur les toits et réalisa qu'il n'était pas comme Quater ou les autres et qu'il se fichait de sa mission ou d'un quelconque rôle de héros. Il voulait simplement être comme tout le monde. Il se demanda pourquoi l'anomalie apparaissait précisément le jour du festival et quel était le lien. Il songea en silence que les anomalies, tout comme les gens, étaient mues par quelque chose et il aurait vraiment souhaité pouvoir raisonner avec elles et comprendre ce qu'elles pensaient. Il leva les yeux au ciel et vit une étoile brillante. Les anneaux de son bâton cliquetèrent et au loin, il vit une immense montagne en mouvement. Les gens commencèrent à paniquer et à s'enfuir. Il frappa rageusement son bâton contre le sol. Non, l'énorme anomalie qui ressemblait à une montagne se dirigeait droite sur lui. Il comprit que ce n'était pas pour rien qu'on l'appelait le monstre le plus fort et le plus terrifiant de tous. Le sol se fissura et les arbres se brisèrent sous ses pattes. Le protagoniste ne comprenait pas. Était-ce une bête, un esprit ou peut-être un dieu? Aucun de ces termes ne parvenait même à le décrire. Le monstre avait une bouche énorme et des dents gigantesques. Tohiro s'élança et atterrit à côté du monstre. Il savait que ce combat serait difficile. Il le foudroya du regard et murmura doucement. « Tu te montres enfin roi des bêtes. » Le protagoniste pensa « Behemoth. » Le prêtre debout sur un toit et tenant une arme à feu cria « Nous devons le retenir. » Le protagoniste accepta l'ordre et les exorcistes commencèrent à lancer un sort. Des tentacules de pierre jaillirent du sol et ligotèrent le monstre. Le prêtre sortit son pistolet et tira un sort dans l'estomac de la créature. Le protagoniste cria « Est-ce que ça l'a touché? » Le prêtre répondit que oui, mais que le monstre s'en fichait complètement. Il ajouta qu'il avait même détruit les liens de pierre. Le protagoniste jeta un coup d'œil à l'anomalie et vit qu'elle regardait quelque part. Il remarqua également qu'elle agissait de manière assez étrange pour une anomalie. Elle ne devenait pas folle et n'essayait pas de les attaquer, mais semblait plutôt regarder autour d'elle pour éviter de causer des dégâts inutiles. Le prêtre hurla « Tojiro !» Il vit de la colère sur son visage. Le protagoniste se précipita brusquement vers l'anomalie pensant qu'il s'en moquait. Il devait la détruire à tout prix pour obtenir la liberté qu'il désirait. Les exorcistes remarquèrent un cercle magique inhabituel, mais ne comprirent pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Le protagoniste ne comprit pas non plus de quoi il s'agissait, mais il se prépara au combat. Le prêtre hurla son nom de toutes ses forces. Tojo se dit que pour son propre bien, il devait le tuer. Il dégaina son arme, se précipita dans la bataille et trancha l'une des cornes du monstre. La corne tomba lourdement sur le sol, soulevant de grands nuages de poussière. Juro vit un homme barbu en robe blanche étendre les bras devant le monstre. Il vit le vieil homme le transformer en un monstre qui allait devenir une légende. Il continua de l'invoquer et dit « C'est exactement comme ça que ça se passera. » Il ajouta que son corps était parfait. Le protagoniste regarda la scène incrédule. Le vieil homme tendit les bras de plus en plus haut, disant qu'il était la meilleure des créatures. Son nom, son rôle, tout en lui était parfait.
Le monstre inclina la tête devant lui et le vieil homme lui caressa le museau. Les fiançailles étaient scellées. Le protagoniste remarqua une blessure apparaître sur son doigt. Il réfléchit un instant, puis se lança de nouveau et trancha le bras de l'anomalie. Taureau jeta un coup d'œil à la main et y vit une cicatrice. Le prêtre continua de crier son nom et hurla « Attention !» Du coin de l'œil, le protagoniste vit une main se diriger vers lui, suivi d'un coup puissant et d'un nuage de poussière et d'éclats qui s'éleva. Juro perdit brièvement connaissance et se réveilla dans les bras du monstre. Le monstre lui demanda pourquoi il n'avait pas riposté et l'avait épargné. D'une voix forte et menaçante, elle lui ordonna de répondre. Le protagoniste regarda le visage de l'anomalie et y vit une jolie fille. Très surpris et embarrassé, il demanda « Qui est-ce » Tau hurla de le poser immédiatement. Il serra les poings de colère et réalisa à quel point elle était forte. Il n'arrivait pas à croire qu'elle était apparue de nulle part et le tenait dans ses bras. Lui, un homme, un type porté dans les bras d'une femme. Il remarqua qu'elle était aussi complètement nue. Le protagoniste se couvrit les yeux avec ses mains et lui demanda pourquoi elle était nue et ce qu'elle faisait là. La fille le regarda d'un air langoureux et dit que c'est lui qui aurait dû mettre fin à sa vie. Elle lui demanda pourquoi il ne l'avait pas fait et s'il avait vraiment pitié d'elle. Le monstre eut un sourire narquois et dit « Souhaite ». « Pose-le ». Tojuro cria qu'il ne comprenait pas ce qu'elle était. Elle répondit calmement qu'elle était une bête et qu'en tant que telle, elle accomplirait son devoir. La fille prit sa main et la plaça sur son imposant sein gauche. Le protagoniste, le visage crispé par la peur, le toucha. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Écoute ». La fille expliqua qu'elle était une bête, une créature de Dieu. Elle retira sa main et ajouta qu'elle était le roi des bêtes. Si elle était devenue une proie, elle devait suivre les lois de la nature et accepter son destin. Tojuro demanda craintivement « Mais de quoi diable est-ce qu'elle parlait ?» Il la regarda et demanda « Est-ce que c'est un behemoth ?» Le protagoniste regarda son doigt et réalisa que les anomalies ne pouvaient pas communiquer comme les humains. Il remarqua la même cicatrice sur sa main et comprit qu'elle était en train de lui parler en ce moment même. Elle gronda bruyamment que son cœur lui appartenait désormais et plaça de nouveau sa main sur sa poitrine. Il était trempé de sueur et ne comprenait rien à ce qui se passait. Le protagoniste réalisa que l'exorciste qui aspirait à une vie tranquille venait de passer un contrat avec le monstre le plus puissant de tous. Les murs d'un appartement ordinaire dissimulaient quelque chose de mythique. Le protagoniste se tenait dans son appartement et parlait fort au prêtre qui déclarait que c'était hors de question et impossible. Il montra la file du doigt et leur dit de la regarder par eux-mêmes. Elle se tenait dans une position à moitié courbée et n'avait pas l'air en forme. Le protagoniste la désigna et ajouta qu'elle avait l'air plus morte que vive et que la vie dans un appartement japonais au plafond bas n'était physiquement pas faite pour elle. Lors de la réunion, la situation concernant la récente opération de destruction de l'anomalie fut abordée. Les agents ont immédiatement combattu une anomalie de classe spéciale, un behemoth, mais les tentatives pour la détruire furent vaines et après une tentative de scellement, elle a pris une forme humanoïde. L'un des membres de la réunion a dit que cela ressemblait à une absurdité. Un membre de la commission a répondu que c'était la vérité et que l'anomalie avait pris une forme humanoïde. Les gens ont paniqué ne sachant que faire. Un membre du comité a répondu qu'une anomalie capable de se transformer en humain était un spécimen de recherche précieux et qu'il ne pouvait pas la tuer. Il a ajouté qu'elle devait être maintenue sous observation, mais personne ne savait où la garder. Le président se gratta le menton et demanda pourquoi il ne choisissait pas le Japon pour cela. Le membre du comité a dit que le rapport indiquait qu'un jeune Japonais se trouvait à l'épicentre lorsque l'anomalie a pris forme humaine. Il a ajouté que le Japon resterait responsable de l'incident. L'homme était inquiet et a dit que cela n'avait aucune logique et qu'il devait examiner la question attentivement. Il remarqua le regard du président et avec inquiétude accepta d'assumer la responsabilité de son confinement. Tojiro se souvint de ce jour et ne comprenait pas. Il avait de nombreuses questions sur ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé pendant le scellement et quelle était cette étrange cicatrice sur son annulaire. Il réalisa que plus important encore pourquoi une créature de l'Ancien Testament était-elle autorisée à vivre sous le même toit que lui. Le protagoniste n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'anomalie s'était transformée en femme, mais elle restait tout aussi terrifiante. Il se souvenait aussi qu'elle lui avait dit une stupidité à propos d'un cœur. Le protagoniste jeta un œil à ses doigts et vit une cicatrice identique sur son annulaire. Il essaya de se calmer et de prendre sur lui. Le prêtre expliqua que malheureusement cette décision ne leur appartenait pas, mais à leur supérieur. Tojiro dit tristement qu'il devrait la garder ici dans le dortoir des étudiants. Le prêtre déclara d'une voix forte que c'était la première règle d'un exorciste. Le protagoniste demanda « Les ordres des supérieurs sont-ils absolus ?» Le prêtre répondit sèchement « Autre chose. » Tojiro suggéra « La mission passe avant tout. » Le prêtre posa ses mains sur ses épaules et dit « Exactement. » Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il resterait lui aussi dans les parages pour voir de temps en temps comment il s'en sortait. Le protagoniste se dit que pour faire simple, il ne pouvait pas tout abandonner. Le prêtre s'approcha de la porte, l'ouvrit et lui dit de voir les choses sous un autre angle.
Il ajouta qu'il allait littéralement vivre avec une créature de légende et que ce serait une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les anomalies, encourageant Tojiro à essayer. Il jeta un regard au roi des bêtes et marmonna. Facile à dire. La file regarda la ville depuis le balcon. Elle demanda à qui appartenait cette colonie humaine. Elle s'étira de toute sa hauteur et érafla le plafond avec sa corne en disant que c'était la première fois qu'elle entrait dans une habitation humaine. Le protagoniste la vit gratter le plafond et lui dit qu'à chaque fois qu'elle bougeait, elle détruisait tout. Il lui demanda de faire attention. La file croisa les bras et répondit que c'était impossible, car elle était le roi des bêtes et que chacun de ses pas semait la destruction. Le protagoniste serra les dents de colère et lui cria de faire plus attention. Il la pointa du doigt et lui dit qu'il se fichait qu'elle soit le roi des bêtes ou qui que ce soit d'autre si elle continuait. Il ne resterait pas pierre sur pierre dans cette maison. Le protagoniste lui demanda comment ils allaient vivre et se protéger du froid et de la chaleur, surtout que quelqu'un avait bâti cette demeure et qu'elle anéantissait ses efforts avec ses destructions. La fille hocha la tête en silence et l'écouta. Tojiro lui ordonna de s'asseoir et de ne plus bouger pendant qu'il nettoierait le désordre. Elle hocha la tête et obéit. Le protagoniste hurla en voyant que son plafond était maintenant couvert de fissures, mais il se rassura en se disant qu'il fallait juste tenir encore un peu. La fille était assise en silence au milieu de la pièce, les jambes repliées sous elle. Le protagoniste marmonna avec colère que tout était prêt. Elle pensa qu'il était très strict. Tojiro balayait le sol en songeant à ce que Quatra lui avait dit qu'il mènerait la mission à bien et qu'il obtiendrait la liberté qu'il désirait. Ouais, c'est ça. Le protagoniste se remémora les paroles du prêtre, mais il ne considérait pas ça comme de la liberté, plutôt comme une mission d'observation. La fille arracha la tête d'un lapin en peluche et lui demanda quand il mangerait sa chair. Le protagoniste demanda fort et en colère. Elle recommence. Elle dévoila une partie de son corps et l'assura que sa chair serait à son goût, surtout celle de son ventre et de ses jambes. Tojiro lui cria de se couvrir et ajouta qu'il ne la mangerait pas. Il lui demanda d'arrêter de parler de ça. Il était en train de trier des légumes et lui expliqua que dans l'immense colonie humaine, il y avait de la viande bien plus savoureuse que la sienne. Il lui servit une assiette pleine de riz et de viande et lui dit de goûter. Elle mit la cuillère dans sa bouche et se mit à manger de plus en plus vite. Le protagoniste vit avec quelle voracité le monstre mangeait et se demanda « C'est si bon que ça ?» La fille à la bouche pleine essaya de sourire. Le protagoniste la regarda avec intérêt et dit « On dirait que ça t'a plu. » Il lui demanda si elle en voulait plus. La fille dévora toute la nourriture de la maison et en finissant le dernier morceau en redemanda. Le protagoniste répondit qu'elle avait tout mangé et qu'il ne restait plus rien dans la maison. Elle le regarda tristement, après quoi il dit qu'il avait compris et qu'il allait courir au magasin pour lui acheter quelque chose. Il quitta la maison et réalisa qu'il n'avait même pas goûté à son propre riz. Tojiro ne comprenait même pas ce qu'il était en train de faire. Le protagoniste se souvint du moment où elle avait montré son corps en disant qu'il y avait aussi de la viande délicieuse ici. Il comprit que non seulement il vivait avec une anomalie qui lui proposait constamment de la manger, mais qu'en plus elle détruisait littéralement tout ce qu'elle touchait. Il s'inquiétait de la voir engloutir toute la nourriture de la maison, mais il était rassuré de voir qu'au moins elle essayait de l'écouter et mangeait de sa cuisine avec plaisir. Il réalisa que cette femme était sérieuse. Le protagoniste s'assit près d'un rayon de l'épicerie, se demandant ce que les anomalies pouvaient bien manger. 4 se tenait derrière lui et demanda « Tu es sorti faire des courses. » Tojiro demanda « Tu as décidé de nous rendre à nouveau visite. » Le prêtre répondit qu'il avait déjà dit qu'il resterait dans les parages. Le protagoniste demanda tristement « Vraiment si près que ça? » Le prêtre demanda calmement « Pour qui choisis-tu de la nourriture? »« Pour Behemoth. » Le protagoniste répondit que c'était pour lui aussi. Après tout, elle avait tout mangé chez eux. Il vit l'expression stupéfaite du prêtre et ajouta avec un sourire en coin. S'il avait seulement pu voir son visage contrarié quand elle a découvert qu'il n'y avait plus de nourriture dans la maison. Il a baissé les yeux et a dit au prêtre qu'en la regardant, il ne la voyait pas comme une anomalie qui voulait du mal aux gens. Il a ajouté que peut-être avec son aide, il pourrait communiquer avec d'autres anomalies et enfin trouver un terrain d'entente avec elle. Il a parlé encore plus fort. Qui sait peut-être qu'ils n'auront pas à les tuer et trouveront un moyen de vivre en paix avec eux. Le prêtre l'a arrêté et lui a conseillé de ne pas voir les choses de cette façon, car peu importe comment elles se comportaient maintenant. Les humains et les anomalies sont des espèces différentes et à tout moment, une anomalie pourrait prendre la vie d'une personne, surtout s'il s'agit d'un Behemoth. Le protagoniste tristement a essayé de protester, disant qu'elle ne s'était pas retransformée en bête et n'avait attaqué personne. 4 a calmement répondu qu'il serait trop tard pour le regretter une fois qu'elle lui aurait mordu la main. Il l'a regardé en espérant qu'il comprenne. Le prêtre a ajouté que personne ne l'empêchait d'établir le contact avec elle, mais qu'il ne devait pas baisser sa garde face à sa nature pacifique, car personne ne savait jamais quand elle se retransformerait en bête et commencerait à faire des ravages. Tojiro a dit tristement qu'il ne pensait pas qu'elle était mauvaise et la cicatrice sur son doigt a commencé à siffler.
Lui et le prêtre ont regardé sa main avec surprise et ont entendu un message indiquant que plus de 10 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il se trouvait à 200 mètres de l'objet et que l'engagement était annulé. Le protagoniste surpris a demandé pourquoi la cicatrice lui parlait et quel diable était cet objet. Ils se sont pointés du doigt et ont crié à l'unisson « Behemoth ». Ils ont senti le sol trembler sous leurs pieds et sont sortis en courant dans la rue. Les passantes ne comprenaient pas ce que c'était. Le protagoniste a réalisé qu'une petite maison au Japon n'était pas adaptée aux anomalies de sa taille et il a crié de peur. S'est-elle encore transformée en bête? Il a compris que le Behemoth avait pris sa vraie forme et que la zone allait être réduite en ruines. Le protagoniste ne comprenait pas comment cela avait pu se produire et a demandé au prêtre comment c'était arrivé. 4 a ajusté ses lunettes et a dit qu'à vrai dire, il n'en avait lui-même aucune idée, mais il a ajouté qu'il savait avec certitude que s'il ne l'arrêtait pas, de nombreux citoyens innocents souffriraient. Le protagoniste a regardé sa bague et a crié pour que tout redevienne comme avant, ce à quoi il a reçu comme réponse que c'était actuellement impossible. La cicatrice a ajouté que pour ce faire, il fallait maîtriser le Behemoth. Le monstre a rugi très fort dans toute la rue. Quattro a sorti une arme et a dit à Tojuro qu'elle avait révélé sa vraie nature et qu'il devait y aller. Le protagoniste l'a regardé confus et a demandé pourquoi il avait sorti une arme. Quattro a répondu sèchement « N'est-ce pas évident ?» Il a ajouté que leur travail était de protéger les habitants de la ville. Quattro a dit qu'il ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire par pacifier. Mais si elle continuait à nuire à la ville et à ses habitants en tant qu'exorciste, il n'aurait d'autre choix que de l'exorciser. Le protagoniste, la peur dans les yeux, a redemandé « l'exorciser ». Il a compris que cela ne devait absolument pas arriver et s'est précipité vers le Behemoth. Le monstre a frappé le sol de sa main, soulevant de gros nuages de poussière et faisant fuir les gens. Quattro a essayé d'arrêter Tojuro en disant que la situation était critique et qu'à ce rythme, la ville serait rasée. Quattro a mis en joue et a dit qu'il devait agir. Le protagoniste s'est dit qu'il devait y avoir un moyen de l'arrêter. Il a décidé, advienne que pourra, a pris une profonde inspiration et a crié fort « Stop !» Assis. Le prêtre, les gens et la bête l'ont regardé avec stupéfaction, mais le monstre s'est assis, ce qui a surpris Quattro. Le protagoniste lui-même ne s'attendait pas à ce que ça marche, mais ça a marché. Et maintenant, elle ne détruit plus tout ce qui l'entoure. Quattro a remarqué quelque chose d'étrange dans le ciel. Il a pointé du doigt et a dit qu'il était trop tôt pour se détendre. Le protagoniste ne comprenait pas de quoi il parlait, alors Quattro a répété « Dans le ciel ». Ils ont levé les yeux et ont vu un grand nombre d'anomalies volantes. Le protagoniste a remarqué que le ciel tout entier en était rempli, mais il n'y avait eu aucune notification concernant autant d'anomalies dans la région. Quattro a dit d'un ton moqueur « En effet ». Il remarqua que toutes les anomalies tournaient autour d'elle. Tojuro n'arrivait pas à croire qu'elle les avait tous invoquées. Quattro a souri et a répondu que la réalité était bien plus cruelle que les contes de fées et les légendes. Le protagoniste a levé les yeux au ciel avec effroi et a compris que les anomalies étaient effectivement des créatures dangereuses, mais il s'est souvenu de la façon adorable dont elle avait mangé son riz. La bête a frappé l'anomalie, l'envoyant s'écraser contre un bâtiment. Le protagoniste s'est souvenu de ce que le jeune homme avait dit à propos de la destruction des habitations humaines. Il a crié fort « Behemoth ». La bête a poussé un rugissement puissant, faisant fuir toutes les anomalies. La cicatrice a parlé. Reprise du contact, la cible prend forme humaine. La bête s'est transformée en humaine et a dit que ces types s'étaient venus pour mater parce qu'un Behemoth était apparu et qu'elle les avait chassés. Le protagoniste a jeté un regard heureux à la fille, mais elle était de nouveau nue. Il a arraché un bout de tissu et l'a couverte. Quattro les regarda avec surprise, n'arrivant pas à croire que le contrat avait vraiment été conclu. Tojuro regarda la fille se demandant à quel point elle était forte. Lors de la réunion suivante, un membre du comité a demandé quelle était l'étendue des dégâts collatéraux. On lui a répondu que plusieurs bâtiments avaient été détruits, mais que miraculeusement, il n'y avait eu aucune victime. Un membre du comité a demandé au président s'il avait vraiment l'intention de le garder au Japon. Il a répondu qu'il n'avait pas le choix pour le moment et que ses ordres venaient d'en haut. Le président a ajouté qu'à bien y réfléchir, c'était leur chance, car il s'agissait d'un pouvoir inconnu qu'aucun pays n'avait jamais possédé. Le président a dit que, par exemple, si ce type pouvait continuer à contrôler le Behemoth, ce serait une aide immense pour eux. Un membre de l'Assemblée a demandé « Le contrôlant, qu'est-ce que vous voulez dire? » Le président a répondu que le Behemoth pouvait par exemple tomber amoureux. Les membres l'ont regardé perplexe et la fille s'est moquée de lui. Il s'avère que le président est un romantique. Il lui a demandé de la fermer et a ajouté que c'était important car il s'agissait de sentiments amoureux. Le président a ajouté que s'il apprivoisait le Behemoth de cette manière, il serait plus facile à gérer. Il a dit que pour l'instant, afin d'éviter que de telles incidences ne se reproduisent, il demanderait le soutien du quartier général de Kosuzu et garderait un œil sur elle. Le protagoniste se demandait si elle comprendrait comme l'avait dit Quattro, et s'il parvenait à un accord, peut-être qu'il n'aurait plus jamais à tuer et qu'il pourrait retrouver une vie normale. Il savait qu'il y avait une certaine logique là-dedans,
mais il ne comprenait pas s'il était possible de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux et obéisse. Le président a croisé les mains devant lui et a dit « Comme on dit en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. » Il a ajouté que ça valait la peine d'essayer et a annoncé que la prochaine mission avait été décidée faire tomber le Behemoth amoureux du jeune homme. Le protagoniste sentait qu'il était encore loin d'une vie normale. L'homme de la mairie a déclaré que les procédures habituelles étaient terminées et que 90% des bâtiments endommagés avaient été restaurés, ajoutant qu'ils avaient reçu l'ordre de rester ici. Tojuro a demandé à voix haute, sérieusement. Après tout ce qui s'était passé, il pensait qu'ils seraient isolés. L'homme a répondu qu'ils étaient un cas spécial. Il s'est approché de la porte avec son assistant et a dit que si des problèmes survenaient, il pourrait le contacter à tout moment. L'homme s'est incliné et ils sont partis. Le protagoniste et la fille les ont regardés perplexes. Le protagoniste songeait au pouvoir du gouvernement, mais il se demandait s'il devait vraiment rester dans le centre-ville. Il a remarqué la fille assise là, en train de regarder la télé, et s'est demandé s'il pouvait rester comme ça, et que peut-être, s'il parvenait à établir un contact normal avec cette créature, et qu'il s'entendait bien quelque chose, changerait. Tojuro lui a demandé de ne rien casser la prochaine fois, mais n'a reçu aucune réaction. La fille a vu diverses spécialités culinaires à la télévision et ne pouvait plus en détacher son regard. Le protagoniste a fait remarquer que c'était Chinatown, après quoi elle a ouvert la bouche et a commencé à le fixer. Le protagoniste a demandé au prêtre s'il devait emmener le Behemoth à Chinatown. Il a accepté, ajoutant qu'elle était scotchée à la télé. Tojuro se demandait s'il pouvait lui offrir à manger. Peut-être qu'il se rapprocherait vraiment. Il a réalisé qu'après cet incident, il ne pensait pas sincèrement que le Behemoth était mauvais. Le protagoniste a expliqué cela au prêtre, disant qu'il comprendrait vraiment les pensées de Hei, puisqu'il était maintenant une sorte de gardien pour elle. Quatra a ajusté ses lunettes avec un sourire et a dit « Tojuro en tant que gardien ». Le protagoniste a rougi et a dit « Je fais de mon mieux, non ». Le prêtre a reçu un appel sur son téléphone et l'a remercié platement pour ses efforts. Tojuro a essayé d'écouter. Le chef de la branche japonaise d'exorcisme Kamanuma avait appelé Tojuro et lui a dit que la partie adverse souhaitait lui parler personnellement. Il a ajouté que le Behemoth était une affaire de la plus haute importance pour Exorcism et qu'il fournirait leur soutien total. Il a demandé un accueil chaleureux, mais des plus respectueux. Tojuro a demandé avec colère, sérieusement. Le chef a répondu « Et comment ?» Il a ajouté d'une voix forte qu'eux aussi voulaient établir une bonne relation avec le Behemoth et l'apprivoiser, mais il s'est brusquement corrigé. Non, et il a dit qu'ils devaient se rapprocher. Alors peut-être que le Behemoth écouterait de ses paroles. Le protagoniste a été surpris, disant que cela avait du sens car il y avait justement pensé. Le chef a dit que s'il lui faisait bien découvrir la ville et qu'elle l'appréciait, non seulement elle arrêterait de la détruire, mais elle la protégerait même. Le protagoniste a accepté et le chef a ajouté que c'était maintenant son travail en tant que guide de lui montrer les délices du monde humain. Il a accepté sa mission et le chef a ajouté que le niveau de sympathie était la clé une bonne fois pour toutes. Le chef lui a demandé de créer un lien plus étroit et de devenir un homme spécial pour le Behemoth. Il a appelé ça une sortie, ajoutant que ce serait comme l'accompagner à un rendez-vous galant, lui demandant d'agir avec l'intention de la faire tomber amoureuse de lui. Le protagoniste surpris a pensé un rendez-vous. Il a conduit la fille dehors et ils ont marché dans une ruelle bondée. Il marchait dans la rue avec elle en pensant que ce n'était que des balivernes car cela pourrait finir pire qu'une mission pour détruire des équis. Il a remarqué qu'avant de parler de rendez-vous galant et de tomber amoureux, il n'était même jamais sorti avec des filles. Le protagoniste ne comprenait pas quoi faire ni même ce qu'était un rendez-vous. Il ne savait pas comment s'y prendre pour que cela soit considéré comme un rendez-vous. Tojuro repensa au fait qu'ils avaient même préparé des vêtements spéciaux pour l'occasion. Dans la rue, les gens la remarquaient et commentaient à quel point elle était belle. Il l'a regardée et a pensé que même dans des vêtements humains, elle était habillée avec goût et que c'était vraiment magnifique. Le protagoniste a rassemblé un grand nombre de magazines de voyage et a réalisé qu'aujourd'hui, il devait l'accompagner comme il se doit. Il l'a interpellé et lui a dit qu'il avait dévoré un livre de psychologie et qu'il allait lui montrer une tonne de choses aujourd'hui. Ils s'étaient mis d'accord sur un magazine où il avait déjà repéré un lieu d'intérêt. La créature a marmonné qu'une odeur délicieuse se dégageait et s'est enfuie. Tojuro a essayé d'attirer son attention et de la conduire vers un site touristique, ajoutant qu'il y avait un endroit avec un thé délicieux un peu plus loin, mais elle l'a ignoré et a continué à manger. La jeune fille l'a attrapé par le torse et l'a tiré vers elle. Elle lui a dit qu'il était très lent, ajoutant qu'il y avait beaucoup de monde ici et qu'il pourrait se perdre à cause de sa petite taille. Il a crié avec colère que c'était simplement elle qui était immense. Elle a répondu qu'elle s'en fichait et lui a dit de s'accrocher à elle. Il s'est repassé ces mots « je m'en fiche » dans sa tête surpris. La fille a posé sa main sur sa poitrine et a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, car après tout, c'était sa main à lui. Les gens ont entendu cette phrase et ont commencé à les regarder confus. Le protagoniste lui a demandé avec colère d'arrêter, disant qu'on les regardait bizarrement. Il lui a pris la main et ils ont continué leur chemin dans la rue.
Les gens ne comprenaient pas qui ils étaient, des frères, des parents et un enfant. Peut-être un couple, mais ils étaient considérés comme mignons. Tojuro pensait que se tenir la main était la chose la plus normale à faire. Mais en y réfléchissant, un garçon et une fille qui se tiennent à la main, ça le gênait énormément. Il songeait tendrement à la bonne façon de se tenir la main, mais il s'est arrêté net en se rappelant qu'il le faisait souvent avec son père et sa mère. Cette escorte l'inquiétait et il voulait juste que tout se passe bien. Il a fait ça pour qu'il ne se perde pas. Tojiro lui a tenu la main et a ressenti quelque chose d'étrange. Il aurait voulu que quelqu'un l'aide. La jeune fille a lu le mot « escorte » sur le panneau et a demandé ce que c'était. Le protagoniste a grimacé et ne lui a pas répondu. Elle a remis une tarte dans sa bouche et a fait remarquer que peu importe sous quel angle on le regarde, le monde des humains est très intéressant. Elle a regardé les filles heureuses et les clientes qui faisaient de la queue. La jeune fille a remarqué que la nourriture avait aussi des saveurs différentes. Le protagoniste était d'accord, ajoutant que lui aussi avait toujours remarqué l'odeur délicieuse qui s'en dégageait. Elle a tristement fait remarquer que les choses se brisent généralement quand elles s'approchent. La jeune fille a ajouté que tout le monde avait peur d'elle et qu'elle ne pouvait venir dans un endroit comme celui-ci qu'en prenant cette forme. Tojiro a été surpris par ce qu'il a entendu et n'en croyait pas ses oreilles. Il lui a demandé pourquoi elle observait de loin. La jeune fille a hoché la tête d'un air approbateur et lui a jeté un coup d'œil, ajoutant qu'elle ne voulait déranger personne par sa présence. Kanta a discrètement surpris la conversation et est devenu méfiant. Le protagoniste, surpris par ce qu'elle a dit, l'a regardé en silence. Il a ajouté qu'elle n'était vraiment pas méchante. Elle lui a jeté un regard pathétique et a dit « Tu me regardes et tu dis que je ne suis pas méchante ». Il a été d'accord avec elle et s'est souvenu que ses actions à l'époque avaient été étranges. Il a remarqué qu'elle essayait de ne rien détruire, ce qui expliquait beaucoup de choses. Et en plus, elle l'avait écouté l'autre jour. Elle l'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle était Euka qu'elle écrase et qu'elle attaque. Tojiro l'a regardé et a demandé « C'est de ça que tu parles maintenant ». Elle a gloussé et s'est approchée de son visage. La jeune fille a murmuré doucement « Pas mal ». Eh bien, a-t-elle ajouté « Puisque tu as exaucé mon vœu, alors toi non plus tu n'es pas mal ». Elle lui a gentiment demandé de la ramener ici. Quarter a vu toute la scène du coin de la rue et était satisfait de ce qui se passait. Il a remarqué que la relation avec le Behemoth se développait bien. Quarter a ajusté ses lunettes et a pensé que peut-être l'apprivoisement n'était... Le protagoniste ne comprenait pas de quel genre de contrôle il s'agissait, puisqu'il semblait lui-même être sous contrôle maintenant. La fille le regarda dans les yeux et fit remarquer que ça ne la dérangerait pas de flirter avec lui. Il réalisa qu'elle avait même une réaction de jeune fille. Tojiro réalisa qu'il était complètement décontenancé. C'était simplement une réaction de défense, mais ici, l'équilibre des forces était totalement inversé. Trey réalisa que c'était quelque peu inattendu et se demanda comment il devait en rendre compte au quartier général. La fille vit la peur dans ses yeux et demanda ce qui n'allait pas. Tojiro répondit doucement et avec inquiétude que rien ne s'était passé, mais des pensées tourbillonnaient dans sa tête. C'était un Behemoth, on ne pouvait lui pardonner, il fallait la tuer et l'anéantir. Un rapport sur la connexion entre l'apparition des Euka et les légendes. D'autres créatures prennent des formes remarquablement similaires au folklore local. Une hypothèse a été avancée. Les Euka utiliseraient une sorte de capacité pour modeler leur apparence en imitant les légendes et qu'une telle possibilité existait. Tojiro, qui passait par là avec un sac, remarqua que Quatra lisait des documents complexes. Il a fait remarquer qu'il aimait les livres. Quatra a acquiescé, ajoutant que c'était des objets qui avaient une histoire et que c'était une bonne chose. Il a ajouté avec un sourire qu'en plus des légendes et des contes de fées, il contenait aussi des méthodes pour apprivoiser les créatures mythiques. Quatra a fait remarquer que s'il les lisait, il pourrait trouver un moyen de la vaincre. Le protagoniste a jeté un regard confus au livre et a demandé « Qui ça ?» Quatra a souri et a répondu « Behemoth ». Il a fait remarquer qu'il avait bien vu comment il s'était intéressé à elle en tant que femme. Il a grogné mécontent. « Quoi ?» Quatra a supposé qu'il pourrait y avoir quelque chose dedans sur ses préférences. Par exemple, son type d'homme préféré. Le protagoniste a crié mécontent que ce n'était pas ça, mais qu'elle était une Behemoth. Quatra lui a tendu le livre et a ajouté que la collecte d'informations était très importante car il fallait qu'il apprivoise la Behemoth. Tojiro a feuilleté le livre et a vu un jouet qu'il avait eu autrefois. Il s'est dit « Les Euka changent de forme en utilisant une sorte de pouvoir, c'est ça. » Le protagoniste a réalisé que s'ils étaient incapables d'une telle chose, cela ne faisait qu'ajouter au mystère. Il a essayé de comprendre ce qu'était réellement un Euka. La jeune fille a entendu un bruit métallique étrange et une grille de ventilation est tombée à droite de la baignoire dans laquelle elle était allongée. De petites anomalies ont surgi des couverts à la main et ont essayé de tuer la Behemoth. Quatra a remarqué le bruit étrange dans la salle de bain et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Behemoth est sortie du bain en toute hâte et était tombée sur Tojiro, le recouvrant de son corps. Elle lui a écrasé le visage avec sa poitrine généreuse et il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle faisait. Le protagoniste a sorti ses affaires et a dit à la Behemoth de s'habiller.
Le héros et la Behemoth ont regardé les attaquants ne comprenant pas qui ils étaient. Quatra a souri et a demandé « Tu ne les as jamais vus ?» Il a jeté un coup d'œil vers eux et a dit « Ce sont des gobelins. » Tojuro a demandé avec surprise « Des gobelins !» Il s'est souvenu de leur apparence dans le livre et a demandé étonné « Ils ne devraient pas être différents d'après les documents. » Quatra a répondu qu'ils n'étaient généralement que légèrement espiègles, donc ils devenaient rarement des cibles à détruire. Il a ajouté qu'ils étaient aussi faibles et que dans les interprétations du folklore européen, de plus à l'époque moderne, ils étaient dépeints comme des démons maléfiques rusés et mineurs. Quatra a noté qu'il y avait peu de rapports d'attaque sur les humains, mais en d'autres termes, leur but... Les petits gobelins sautaient sur le sol ramassant des détritus et répétant constamment le mot « vie ». La jeune fille les a regardés avec colère et a ajouté que s'il osait impliquer le jeune homme dans cette affaire, il n'y aurait aucune pitié. Elle a ajouté avec rage qu'il regretterait d'avoir osé toucher au domaine du Seigneur des Bêtes, ne serait-ce qu'un instant. Le protagoniste s'est souvenu que la jeune fille au marché avait dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un soit blessé à cause de sa présence. Il l'a arrêté, brusquement l'a regardé dans les yeux et a dit qu'il voulait essayer quelque chose. Tojuro a demandé au prêtre de lui lancer le livre. Quatra le lui a lancé avec précision droit dans les mains. Le protagoniste a rapidement tourné les pages cherchant celle sur les gobelins. Il a fouillé dans le livre se remémorant les légendes et les contes de fées. Il y a vraiment des méthodes pour apprivoiser les créatures mythiques. Il a vite trouvé la bonne page et a demandé à voix haute à la Behemoth d'éparpiller le duvet des oreillers. Les gobelins ont commencé à perdre la tête à la vue de tant de saleté. Ils ont fait des bruits étranges puis se sont mis à tout nettoyer. Quatra a vu ça, mais ne comprenait pas pourquoi ils faisaient cela. Le héros a regardé le prêtre avec un sourire et a répondu que c'était grâce aux légendes. Il a ajouté qu'ils pouvaient être considérés comme des monstres aujourd'hui, mais qu'à l'origine, c'étaient des esprits de la maison. Le protagoniste a noté qu'ils aimaient faire des farces et étaient parfois espiègles et qu'on les appelait, je crois, des brownies. Il a mentionné qu'il y avait une théorie selon laquelle aider aux tâches ménagères était aussi une facette des gobelins comme dans ce livre d'images. Il a regardé les mignons gobelins et a rappelé à Quatra que c'était lui-même qui avait dit qu'il y avait des méthodes d'apprivoisement dedans. Quatra a regardé les gobelins avec surprise et n'arrivait pas à croire que ça avait vraiment marché. Les gobelins ont rassemblé tous les détritus en un seul tas et ont commencé à crier « Nettoyez! Nettoyez! » Tojuro a remarqué que la maison était devenue instantanément propre. Il leur a donné 2 biscuits, ajoutant que c'était en guise de remerciement. Les gobelins étaient fous de joie en recevant ce cadeau et ont immédiatement commencé à casser les biscuits pour les partager entre eux. Le protagoniste a levé les mains joyeusement et a crié « Ça a marché !» La jeune fille a attiré son attention et lui a dit de les regarder. Tojuro a souri et a dit « Personne n'a été blessé cette fois, donc tu n'as pas à t'inquiéter et tu peux rester ici. » Le monstre l'a regardé avec tendresse et a dit qu'il essayait vraiment de réaliser son souhait. Il a jeté un coup d'œil dans sa direction et a répondu « C'est vrai. » La jeune fille touchée par ces paroles pressa de nouveau sa poitrine contre lui. Le protagoniste s'écarta d'elle, l'air mécontent et confus. La jeune fille le regarda d'un air pitoyable et dit « Ce n'est rien ». Elle demanda quand aurait lieu la récompense. Juro d'une voix bourrue la força à s'habiller d'abord. Il repensa à l'attaque des Euka qui visaient le Behemoth. Il n'arrivait pas à comprendre puisqu'ils étaient des Euka et étaient venus spécifiquement pour tuer. Alors le Behemoth était-il vraiment un si grand obstacle? Le chef était assis à son bureau observant l'anomalie et Tojiro. La nonne assise à côté de lui fit remarquer qu'il était bien naïf considérant que cette fille était dangereuse. Le chef prit la télécommande et demanda dubitatif « Vraiment ?» Il ajouta qu'il pensait que tout se passait plutôt bien. La nonne lança une vidéo sur la télé et supposa que le chef voulait vraiment dompter l'Euka. Mais les Euka sont des créatures qui utilisent des capacités dangereuses inaccessibles aux humains et qui détruisent tout en un clin d'œil. Elle fit remarquer que c'était leur nature et déclara que la violence excessive devait être réprimée par la force. La nonne éteignit la télé et dit qu'il était temps d'appeler ses types à la rescousse. Les professionnels de la destruction d'Euka. La jeune fille avait mal dormi et avait rêvé qu'elle s'était à nouveau transformée en monstre et commençait à tout détruire et à semer le chaos. Elle ne voulait vraiment pas détruire la ville et voir les gens fuir devant elle. La jeune fille ouvrit les yeux et vit qu'elle dormait dans le même lit que Tojuro. Le protagoniste remarqua la pluie dehors et enfila un imperméable. La jeune fille ne voulait vraiment pas le laisser sortir car elle craignait de redevenir un monstre. Le protagoniste lui demanda de le laisser partir, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez elle aujourd'hui. Elle lui demanda où il allait et fit remarquer qu'il valait mieux ne pas laisser le roi des bêtes seul. Tojuro répondit sèchement qu'il allait nettoyer les gouttières, même s'il n'en avait pas envie, mais qu'il ne pouvait rien y faire car il était de service. La jeune fille le regarda inquiète et dit qu'elle était un Behemoth et que si elle se séparait de lui, elle retrouverait sa véritable forme. Le protagoniste la rassura en lui disant que tout irait bien car il serait là. 4 se promenait au Japon, un parapluie à la main,
et un sac en bandoulière et nota que ce pays était une véritable mine d'or pour les livres, les textes imprimés et les contes de fées illustrés. Il était impossible de résister à tout cela. Il monta les escaliers menant à la maison de Turo et remarqua le Behemoth sur le balcon. Il la salua et remarqua son adorable visage en train de jouer avec les gobelins. 4 nota que c'était une expression plutôt rare. Il demanda avec intérêt pourquoi elle était là. Elle pointa un doigt triste vers le protagoniste et ajouta qu'il l'avait quitté et était parti. 4 l'aperçut et demanda « En train de nettoyer le quartier, hein? » Il pensa que c'était une bonne chose qu'il se soit autant attaché à elle. 4 la vit attendre le retour de Tojiro et comprit que tout se déroulait comme prévu. Et de toute façon, c'était probablement une raison de se réjouir. La jeune fille jeta un œil au sac de livres et lui demanda « Qu'est-ce que c'est ?» 4 prit le livre et dit que c'était des histoires et que c'était son passe-temps. Il le lui tendit et lui proposa de le lire. Elle prit le petit livre dans sa main et commença involontairement à le froisser. 4 reprit le livre et dit qu'il valait mieux ne pas faire ça car il avait un mauvais pressentiment à son sujet. Il se tourna vers elle avec un sourire et lui demanda de lui parler d'elle. La jeune fille le regarda avec perplexité. 4 supposa que l'histoire d'une bête divine comme elle était un pur mythe, n'est-ce pas? Il ajouta qu'il était très intéressé par la facette du mythe qui n'est pas racontée, car son histoire était digne de devenir une légende et il voulait aussi l'entendre. 4 sourit et dit qu'il plaisantait. Elle écouta en silence et dit que ce n'était rien de spécial. 4 douta de ses paroles et insista à nouveau. La jeune fille jeta un coup d'œil à 4 et dit que c'était vrai qu'il n'y avait rien, car chaque fois qu'elle apparaissait dans les villages, elle se contentait de se promener et de tout casser. 4 écoutait avec un grand intérêt et une expression rusée. La jeune fille ajouta qu'elle passait parfois par curiosité pour les coutumes humaines, mais qu'à chaque fois elle détruisait des maisons et que maintenant les terres environnantes se transformaient en un terrain vague. Elle remarqua que dès qu'elle faisait un pas, la destruction commençait à se produire partout, puis elle reprenait ses esprits qu'il s'avérait qu'elle était le roi des bêtes. Elle nota que c'est exactement à ça que ça ressemblait du point de vue du roi des bêtes. Le monstre regarda le protagoniste depuis le balcon et dit que depuis lors les gens ne s'étaient pas approchés d'elle, car au départ elle était une bête loin de la vanité du monde, mais que rien n'avait changé et qu'elle s'était habituée à la solitude. 4 répondit tristement que ça n'en avait vraiment pas l'air. Elle regarda Turo interagir avec son voisin et réalisa qu'il avait bouleversé même la norme pour le roi des bêtes. La jeune fille le regarda tendrement impatiente que le protagoniste finisse son travail et revienne vers elle. 4 le remarqua et la taquina en lui demandant avec un sourire « On se sent seul sans Tojiro dans les parages, n'est-ce pas? » La jeune fille regarda le prêtre et dit qu'elle se sentait seule. 4 a fait remarquer que maintenant, contrairement à avant, Tojiro était toujours à ses côtés, pas vrai. Il a ajouté que parmi les humains, il était vraiment rare quelqu'un qui prenait soin d'elle et la protégeait. Il a jeté un coup d'œil vers elle et a dit qu'elle n'était plus une bête solitaire car Tojiro faisait désormais partie de son quotidien. Si elle détruisait quelque chose, il la grondait. Et prenait soin d'elle, mais il restait à ses côtés en pensant à son bonheur. Elle a réalisé que le bonheur se trouvait dans le quotidien. Le protagoniste a appelé la jeune fille et lui a fait un signe de la main. Il a ajouté que la pluie s'était arrêtée et l'a invité à faire une promenade, vu qu'il avait fini le ménage et que le supermarché faisait une promotion sur le port. Il lui a demandé si elle voulait venir avec lui. La jeune fille se remémorait de doux moments passés avec lui et après une courte pause a dit oui. 4 a été surpris de voir la Behemoth sauter par-dessus la rambarde et s'élancer du 2e étage jusqu'au sol. Tojiro lui a demandé s'il voulait venir avec eux. 4 a hésité et a répondu qu'il ne pouvait pas, ajoutant qu'il sortait et serait bientôt de retour. 4 a regardé le bleu sur son doigt et a pensé que c'était une hallucination, mais les émotions de la cible étaient en train de changer. Le protagoniste et la Behemoth marchaient dans la rue quand une énorme chaîne en métal a volé vers eux. La Behemoth a rapidement et adroitement couvert le protagoniste de son corps. Le protagoniste a remarqué qu'elle se déplaçait avec une agilité surprenante malgré sa taille énorme. 4 regardait tout ça avec stupéfaction en pensant à la blessure sur la peau de la Behemoth. Tojiro a fixé la silhouette sombre, mais n'arrivait pas à distinguer qui c'était. La fille avec les chaînes dans les mains a demandé « M'as-tu oublié ?» Elle a ajouté qu'elle lui avait appris à frapper les autres créatures et à les détruire immédiatement car s'il hésitait, il y aurait un océan de victimes. Le protagoniste, avec une expression perplexe et d'une voix tremblante, a voulu demander pourquoi elle. La soldate a mis sa main devant sa bouche et a demandé « Comment peux-tu parler comme ça à ton aîné? On dirait que je vais devoir te le rentrer dans le crâne une fois de plus. » Tojiro l'a regardée et a réalisé qu'elle devrait être sur une autre mission. Mais qui l'avait appelée? Cette fille était une exo, une capitaine de haut rang d'une escouade de combat. Le protagoniste a réalisé que Son Hanza se tenait devant lui avec l'aura de la force écrasante d'une guerrière. Hanza est soudainement apparu derrière le protagoniste, lui a léché la joue et a demandé « Tu t'es encore blessé ?» La jeune femme a pris sa main et a ajouté que comme prévu, il n'était pas assez préparé et qu'il avait besoin d'une rééducation. Elle lui a mordu légèrement le doigt. Après quoi, la Behemoth l'a repoussé de la main et a protégé le protagoniste.
Elle lui a demandé ce que c'était et qui était cette femme. Le protagoniste a expliqué que la jeune femme était Sun Hong, l'une des meilleures exorcistes d'élite parmi eux et l'une de celles qui détestaient le plus les Euka. Tojuro a ramassé son bâton mais ne comprenait pas pourquoi son aîné était là. Il a placé la Behemoth derrière lui et a entamé la conversation. Il a fait remarquer que ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle l'a regardé dans les yeux et a suggéré qu'il y avait peut-être eu une coupure de communication du quartier général. Le protagoniste a ajouté que lui et la Behemoth étaient ensemble sur ordre de leur supérieur. Hansa a répondu qu'elle en avait entendu parler mais que ça n'avait pas d'importance. Elle a balancé son arme ne comprenant pas pourquoi de toutes les personnes c'était lui qui avait reçu un tel ordre. Le protagoniste a paré le coup et l'a entendu lui demander de s'écarter car elle allait la détruire. Tojuro, la voix remplie d'anxiété, a demandé de ne pas faire ça ici car ils étaient en ville. Hansa a dit qu'elle en finirait rapidement pour le calmer. Le protagoniste a crié fort et a demandé à tout le monde d'attendre. Il lui a demandé. On lui en avait aussi parlé en haut lieu, n'est-ce pas? Il a souligné qu'une Behemoth était un cas très rare d'Ike devenant humain. La jeune femme l'a regardé avec perplexité et a demandé « Et alors ?» Le protagoniste a de nouveau demandé à voix haute qu'on l'écoute et a ajouté que récemment, ils avaient même réussi à se lier d'amitié avec les gobelins. Il comprenait qu'ils les avaient toujours attaqués, mais que la situation n'était plus telle qu'il faille seulement les détruire. Tojuro a protégé la Behemoth de ses mains et a ajouté qu'elle non plus n'avait pas besoin d'être détruite, bien qu'elle soit maladroite mais gentille. Il a regardé la femme plus âgée se préparer au combat et a ajouté qu'il n'avait plus besoin de se battre avant de demander « N'est-ce pas mieux comme ça ?» Hansa, la voix remplie de colère, a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas nourrir de sentiments pour des animaux et que les Euka devaient être détruits immédiatement même s'ils avaient une once de volonté. Tant qu'ils étaient des Euka, la fin était la même. Elle a balancé son arme et a demandé au protagoniste de reculer. La Behemoth a paré le coup avec sa main et s'est préparée à se battre. Le protagoniste lui a demandé de reculer car la lame était très tranchante. La Behemoth a dit calmement « Et ça, c'est une femelle pure et magnifique. » Elle l'a regardé dans les yeux et a fait remarquer qu'à l'origine, ce monde suivait la loi de la jungle et qu'il fallait simplement gagner. Tojuro s'est souvenu comment cette fille lui avait mordu le doigt et a dit à la Behemoth que c'était une femelle qui essayait de dévorer le jeune homme. La Behemoth, avec un visage doux, a répété ces mots et il a ajouté qu'elle était l'une de celles qui dévoraient les gens comme lui. L'ancienne se prépara à porter le coup suivant et d'une voix rauque, lui ordonna de ne pas oser prononcer des mots humains avec la bouche de Hei. Elle a continué à attaquer le Behemoth, insistant sur le fait que ces créatures feraient n'importe quoi pour survivre et que ce n'était qu'un jeu d'imitation. Un asséna un autre coup puissant avec son arme tranchante et dit, avant qu'il ne soit trop tard. Turu vit que la situation tournait mal et sauta vers le Behemoth. Il la poussa sur le côté et se plaça à l'endroit où l'arme s'était abattue. Le Behemoth poussa un cri, la voix pleine d'inquiétude. « Jeune homme, pensa-t-elle, elle ne pouvait pas permettre cela car elle appartenait à ce jeune homme et ce jeune homme lui appartenait. La cicatrice sur le bras du Behemoth indiqua « Restriction levée ». Et une lumière vive inonda toute la rue, aveuglant légèrement le protagoniste. Turu vit comment le seigneur des bêtes, le Behemoth, commençait à se transformer. La capitaine voyait tout cela, mais ne comprenait pas ce que c'était, ni ce qui se passait. La cicatrice sur le bras du Behemoth indiquait que la transition vers ce mode commençait. Le Behemoth se mit à briller intensément et à grandir en taille. Le protagoniste commença à s'inquiéter pour le Behemoth et l'ancienne. Il les vit se préparer à se battre, mais remarqua plus tard quelqu'un en train de calmer la capitaine. Le protagoniste reconnut des visages familiers et leur demanda « On dirait qu'ils sont de la branche japonaise. » Il ajouta que c'était une bonne chose qu'ils soient indemnes. La fille et le garçon arrêtèrent l'ancienne et se présentèrent comme des subordonnés du chef de la branche japonaise, agent exorciste A et agent B. Ils s'approchèrent de la capitaine et expliquèrent que peu importe le nombre d'ordres de la détruire qu'elle recevait de ses supérieurs, la branche japonaise ne pouvait tolérer des actions militaires imprudentes en pleine ville. Il ajouta que de plus, les changements du Behemoth montraient une augmentation de ses statistiques de capacité. Les passants inquiets étaient déconcertés par l'explosion. L'agent B sortit rapidement une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Tournage de série télé » et la teinte au-dessus de sa tête. Suggérant qu'une intervention supplémentaire serait dangereuse, l'agente mit des lunettes noires, sortit un effaceur de mémoire de sa poche et demanda aux passants de bien regarder la baguette. Après un petit flash, les passants oublièrent tout ce qu'ils avaient vu. L'agent A jeta un coup d'œil au protagoniste et ajouta que cet incident était temporairement transféré sous la juridiction de la branche japonaise. L'agent B jeta la capitaine sur son épaule et l'emmena sur le côté. Hunza en colère cria très fort qu'elle ne pardonnerait pas ça à Tojiro. Le protagoniste cria fort et s'excusa auprès de l'ancienne. Il regarda le Behemoth dans les yeux et ajouta qu'il ne comprenait absolument rien. Le Behemoth répondit calmement. Le jeune homme veut la protéger et elle veut aussi le protéger.
Elle jeta un coup d'œil à la cicatrice sur son bras et remarqua que son corps semblait plus facile à contrôler que d'habitude. Elle supposa que c'était l'effet de la cicatrice. Le protagoniste la regarda joyeusement et dit que c'était vraiment génial. Il sourit et suggéra que si son corps était plus facile à contrôler, cela signifiait qu'elle pourrait peut-être éviter de tout détruire aux alentours. Le Behemoth le regarda avec affection et pensa que c'était une bonne chose. Tojuro leva l'index et dit « C'était excellent, et maintenant on va essayer de ne blesser personne. » Le Behemoth répondit qu'elle avait compris et qu'elle ne le permettrait pas. Catra se tenait devant ses collègues et demanda « Alors l'ordre de détruire le Behemoth venait bien de cette personne. » Sa collègue répondit que c'était aussi sa patronne. La fille avec le chiot autour du cou demanda aux prêtres de les aider dans leurs tâches. Catra sourit et répondit qu'il était plutôt dans le camp pro-Behemoth maintenant. La fille ajouta qu'elle n'avait pas vu Tojiro depuis longtemps non plus. Elle dit tout bas qu'elle était venue ici avec beaucoup d'enthousiasme, surtout la capitaine. L'ancienne se souvint de son cher Todoro-kun avec tristesse, mais cette vache d'Iki le lui avait pris. En larmes, elle se souvint de lui à l'âge de 6 ans et comment elle s'était occupée de lui depuis lors quand il était si mignon. La capitaine ne comprenait pas pourquoi il était devenu comme ça maintenant. Les exorcistes notèrent qu'elle avait une vision assez déformée de la façon de traiter les gens. 4 ajouta qu'elle ne savait tout simplement pas comment montrer son amour correctement. 4 reçut une notification sur son téléphone et fit remarquer que si elle la laissait partir, ce serait mieux pour eux aussi. Il dit que s'ils devaient la combattre, ils auraient aussi des ennuis. Et dans tous les cas, il suggéra de garder leur distance et de se laisser du temps pour les négociations. Un message de la branche japonaise arriva sur son téléphone convoquant une réunion d'urgence. Quat annonça à voix haute que les exorcistes allaient se rassembler. La file qui se tenait à côté de lui le leur demanda. Il jeta un nouveau coup d'œil à la notification et sentit que quelque chose n'allait pas. Le navire naviguait dans les eaux côtières. Les marins à bord remarquèrent que le vaisseau se comportait bizarrement. Un marin demanda « Il y a des récifs ». Un second marin à côté de lui demanda « Quel récif ?» Il ajouta « On est en pleine mer ». Le capitaine du navire essayait frénétiquement de tourner la barre, incapable de comprendre ce qui se passait, car le gouvernail ne répondait plus. Un monstre énorme a bondi hors de l'eau et s'est tombé directement sur le navire, le fracassant en 1000 morceaux. Les marins n'ont eu que le temps de demander « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Quarter a convoqué un conseil et a expliqué que ces derniers jours des nouvelles alarmantes provenaient des îles de Tokyo concernant des naufrages qui se multipliaient au large des côtes. Tant de choses incompréhensibles et de nombreuses personnes portées disparues. Il a ajouté que la cause était inconnue car tout se passait exclusivement la nuit et ceux qui parvenaient à s'échapper insistaient sur un point. Une île leur était apparue. Le protagoniste jeta un œil surpris au papier et demanda « Une île !» Quarter s'est remémoré les paroles des survivants, la façon dont ils avaient décrit une île. Une île apparaissant soudainement en plein milieu de la mer et comment ils l'avaient rencontrée. Il a compris que ce n'était pas une coïncidence et qu'un esprit maléfique était très probablement impliqué. Après une courte pause, la Behemoth et le doyen se sont regardés droit dans les yeux. Kator a applaudi avec un sourire et a suggéré une pause à ses amis. Il leur a simplement proposé d'oublier les récents événements. Boone a répondu d'un ton totalement dénué d'émotion que c'était impossible car ces esprits maléfiques ne pouvaient être ni détruits ni chassés. Tojuro a remarqué un autre problème dans leur conversation et a demandé au capitaine de ne pas recommencer à se disputer. L'exorciste à la longue frange a confirmé ses dires. Elle s'est assise nonchalamment et a suggéré qu'ils se détendent tous ensemble en attendant de passer à l'enquête sérieuse. Tous les exorcistes l'ont regardé perplexe et ont demandé « une fête ». Elle a répondu calmement que les signalements d'esprits maléfiques n'apparaissaient que la nuit et qu'il n'y avait aucun signe pour le moment. La jeune fille a ajouté « C'est aussi important d'apprendre à connaître ses camarades ». Elle s'est présentée comme étant Harushi et a dit qu'elle voulait absolument rencontrer Behemoth-kun. Le capitaine lui a demandé avec colère « Ishi, sérieusement ?» Harushi souriante a dit au capitaine qu'elle faisait délibérément traîner la conversation avec Tojuro. Elle lui a murmuré doucement à l'oreille de leur laisser la Behemoth et d'essayer d'avoir une discussion à cœur ouvert avec le capitaine lui-même. Le protagoniste a demandé surpris « Quoi ?» Harushi l'a regardé droit dans les yeux et a dit que le capitaine s'était inquiété pour lui pendant tout ce temps. Le protagoniste demanda étonné « Mon aînée était inquiète. » Harushi a répondu qu'elle n'était pas vraiment du genre expansive. Après tout, c'était le capitaine et elle avait ses propres plans. Quatre s'est penché sur Tojiro et a approuvé les paroles de la jeune fille, ajoutant que puisqu'ils formaient maintenant une équipe, ils devaient travailler ensemble. Harushi a serré les poings et lui a demandé de faire parler le capitaine avant le début de la mission, ajoutant qu'il pouvait la draguer et lui mettre un peu la pression. Le protagoniste ne comprenait pas pourquoi ce serait à lui de faire ça. Harushi l'a supplié, ajoutant qu'il était le seul à pouvoir s'en charger, car il devait exterminer les esprits maléfiques la nuit, donc il valait mieux ne pas perdre de temps pendant la journée. Une fois que tout le monde fut arrivé sur la côte la Behemoth, et quelques exorcistes se sont mis en maillot de bain et ont commencé à jouer au beach volley et à prendre le soleil.
Harushi a fait un autre service et a frappé la Behemoth en plein visage. Elle a accidentellement reçu du sable dans la bouche, puis avec sa magie, elle a arrosé Harushi de sable. Le protagoniste s'est vite écarté, ne comprenant pas pourquoi toute la responsabilité lui tombait dessus. Les garçons allongés sur le sable ont fait remarquer qu'ils étaient dans le pétrin. Avec une telle ambiance de vacances, il vaudrait mieux rentrer à la maison. Ils lui ont demandé pourquoi il ne participait pas et ce que ça lui faisait d'être à la mer pour la première fois. Tojuro leur a dit sèchement de la fermer car il avait des choses plus importantes à faire. Un des garçons a commencé à baisser son short et a suggéré aux autres de se déshabiller aussi. Le protagoniste en colère leur a ordonné de se taire en les traitant d'idiots. Les garçons ont enlevé leurs lunettes de soleil et ont réalisé qu'il aurait dû parler à Hansa-san, cette fille de la première escouade anti-démon. Ils ont dit d'un air navré qu'ils étaient venus à la mer et qu'ils ne pourraient même pas se baigner tranquillement, ajoutant qu'ils étaient de son côté. Sans réfléchir à deux fois, les garçons ont couru vers la Behemoth les mains en l'air et lui ont proposé de jouer au ballon avec elle. La Behemoth a regardé derrière elle et a remarqué le protagoniste qui passait l'air triste et abattu. Tojuro pensait qu'avec son aîné, les choses n'étaient finalement pas si simples car elle voulait éradiquer tous les démons, un point, c'est tout. Il suffisait qu'il se relâche un peu en sa présence pour être fichu. Il se souvenait de l'époque où tout petit il avait atterri dans son escouade et le dos qui le protégeait alors lui semblait le plus fiable du monde. Le protagoniste a réalisé qu'elle s'inquiétait sincèrement pour lui. En dehors du sujet des esprits maléfiques, ce n'était pas une si mauvaise supérieure. Elle l'a interpellé par derrière et le protagoniste s'est retourné la peur dans les yeux. Il l'a vue en maillot de bain et a été surpris de la voir apparaître. Le protagoniste savait que ça ne pouvait pas continuer comme ça, car s'il n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, les choses ne feraient qu'empirer pour tout le monde. Le protagoniste lui a demandé « Tu ne vas pas à la réunion générale ?» Le capitaine a détourné la tête mécontente et s'est excusé. Il préfère sans doute discuter avec quelqu'un d'autre, il peut y aller. Tojuro, embarrassé et bégayant, lui dit qu'il était venu la voir. Elle le regarda tendrement, mais n'arrivait pas à croire qu'il soit venu pour elle. Le protagoniste se dit que ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait de sa part. Il la fusilla du regard furieux. C'est alors que la jeune femme plissa les yeux et vit clair dans son jeu. Elle comprit qu'Harushi l'avait dupée. La capitaine comprit qu'elle n'abandonnerait certainement pas simplement parce que Tojiro était là, mais à ses yeux, il était toujours aussi adorable et tout aussi effrayant. Le protagoniste lui cria que c'était vrai. Ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus et il ajouta qu'elle était toujours aussi forte. Elle le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'il semblait avoir perdu son sang-froid au point de ne même pas pouvoir anticiper une telle attaque et de se ranger du côté de K. L'aînée se détourna, réalisant qu'elle était bien trop heureuse de pouvoir lui parler à nouveau. Elle avait l'impression de perdre le contrôle. Tojuro remarqua à quel point sa tenue était révélatrice. Elle était pratiquement nue. La jeune femme le regarda en pensant à quel point il était mignon avant, mais que maintenant c'était un gamin effronté, même si cette adorable naïveté enfantine était toujours là. Bien qu'il soit devenu beaucoup plus grand qu'avant, c'était comme si un énorme serpent était apparu derrière elle et lui ordonnait de le dévorer. Elle s'approcha de... La jeune fille baissa sa chemise et constata que ses blessures s'étaient multipliées. Pendant son absence, il avait de nouveau subi des blessures similaires. Elle ajouta tristement que même après ça, il était toujours avec Eka. Tojuro tenta maladroitement de se justifier, mais admit que le Behemoth était en effet plutôt doué. Bien sûr, Eka leur infligeait des blessures et le nombre de morts ne diminuait pas. Elle-même le voyait constamment sur le front. Le protagoniste se frappa la poitrine et ajouta qu'il voulait changer ça, car avec ces massacres sans fin, tout le monde mourait en vain et il ne voulait plus que personne ne meure, ni le Behemoth, ni l'aîné. On se pencha plus près de lui et lui dit qu'il n'avait pas du tout changé depuis le temps qu'il était resté aussi naïf et doux que jamais. Elle le prit par les épaules et ajouta qu'il ne comprenait rien du tout. Après tout, c'est précisément à cause de l'insouciance de ceux qui ne se nourrissent que d'idéaux qu'Ike devient fou furieux et tue des innocents. Le Behemoth se retourna et remarqua le jeune homme et la capitaine debout, l'un à côté de l'autre. Elle prit une position de combat et se figea. Harushi jeta un coup d'œil vers l'océan et demanda « Il y avait une île là-bas. » Ils se tournèrent tous vers l'aîné et virent la confusion dans ses yeux. La capitaine sentit soudain une présence étrange. Elle commença à envisager les possibilités. Des rochers. Un banc de sable Hunts comprit que quelque chose n'allait pas. Une chose pareille ne pouvait pas se trouver là. Harushi et quatre hurlèrent de peur. Ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une île fantôme et furent soudain recouverts par une vague immense. Le protagoniste tomba dans l'eau pensant qu'il s'agissait d'un tsunami. Il vit l'aîné crier son nom, la peur au fond des yeux, et en fut surpris. Le protagoniste comprit que quelque chose de gigantesque émergeait des profondeurs. Dans la longue histoire de la navigation, cette créature était apparue à maintes reprises, parfois sous la forme d'un serpent, parfois d'une tortue ou même d'un crocodile. Lorsqu'elle faisait surface, on la confondait avec une petite île et des gens y débarquaient de même. Cette créature légendaire attaquait les navires et les gens du monde entier. Harushi et les exorcistes virent le monstre avaler le protagoniste. L'aîné et le Behemoth se ruèrent à l'attaque pour le sauver.
Le Behemoth ne comprenait pas comment le monstre avait pu faire une chose pareille et lui lança un puissant rayon d'énergie. Hans tenta de l'arrêter et lui demanda si elle avait toute sa tête. Elle ajouta que rien ne disait qu'il était mort. Si elle faisait exploser cet EK de l'intérieur, qu'allait-il lui arriver? Elle lui suggéra de réfléchir un instant. Hans lui ordonna brutalement de ne pas foncer tête baissée car la vie de Tojiro était en jeu. Un exorciste depuis la rive demanda si tout le monde allait bien. La capitaine ordonna au Behemoth de ne pas s'approcher davantage car il serait immobilisé dans l'eau et il y aurait encore plus de victimes. Elle plongea sous l'eau pensant qu'elle devait d'abord s'assurer que Tojiro allait bien. Elle voulait vraiment croire que ce garçon, bien qu'il soit le dernier exorciste de rang inférieur, était toujours en vie. Le Behemoth entendit une voix familière venant de la cicatrice et appela « jeune homme ». Une question provint de la cicatrice. Surprise Hans demanda avec quoi il communiquait. Le protagoniste répondit qu'ils étaient en contact et annonça qu'il était en vie. La capitaine fut très heureuse de l'entendre. Le protagoniste cria de ne pas l'attaquer. Mécontente, Hans lui demanda comment il pouvait encore insister sur le fait de ne pas vouloir blesser Eke. Il répondit que ce n'était pas le cas et qu'il semblait l'avoir touché en plein estomac. Le protagoniste ajouta qu'il y avait d'autres survivants dans son ventre, probablement les disparus du naufrage. La capitaine réalisa qu'il était désormais absolument impossible d'attaquer Eka. Via la cicatrice, le protagoniste répondit qu'il allait les sauver et leur demanda d'essayer de neutraliser ce monstre sans lui causer de blessures graves jusqu'à ce qu'il soit sorti. Hans réalisa que c'était une idée folle car on ne pouvait pas maîtriser un tel géant sans le blesser. Le Behemoth écouta sa voix avec une expression joyeuse puis plongea brusquement dans l'eau. La capitaine la regarda avec une étrange expression, incapable de comprendre ce qu'elle manigançait. Behemoth plongea dans les profondeurs vers le monstre et tenta de se transformer elle-même en monstre. La capitaine lui demanda d'attendre, mais Behemoth répondit « Le jeune homme appelle à l'aide ». Hans se demanda si elle agissait avec une telle fureur pour lui. Obéissant à son instinct, elle n'arrivait pas à croire que l'autre était sérieuse, pensant qu'elle n'était qu'une AK parmi les autres. La capitaine remarqua qu'elle affirmait le contraire et annonça qu'elle avait un plan. La capitaine s'adressa frénétiquement à Behemoth. Si elle voulait sauver Tojiro, elle devait faire exactement tout ce qu'elle lui dirait. En colère, elle la traita de bête et ajouta qu'elle la trouvait répugnante si elle était vraiment capable de penser à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Elle la regarda droit dans les yeux et lui dit que ce n'est que maintenant qu'elle miserait sur elle. Behemoth plongea sous l'eau et s'approcha du monstre. Hans ordonna de préparer sa technique et frappa le monstre sous-marin. La capitaine avertit Tojiro et les autres de s'accrocher car il y aurait une secousse. Les protagonistes ne comprirent pas bien de quelle secousse il s'agissait. Behemoth frappa immédiatement le monstre sous-marin. La créature hurla et recracha les victimes. Depuis la rive, les exorcistes remarquèrent la puissance du coup porté au corps. Ersi prépara sa technique et attaqua le monstre, le faisant électrocuter sévèrement. Behemoth vit le protagoniste être rejeté sur le rivage et cria « Sauvé ». Tout le monde est en vie. Dieu merci. Elle le regarda avec un air attendri, tendit la main et le serra dans ses bras. Heureuse qu'il soit sain et sauf. La capitaine regarda l'étreinte avec jalousie et se sentit triste. Le protagoniste se souvint du monstre et demanda « Et le serpent de mer ?» Il s'en approcha et réalisa qu'il était toujours en vie, mais il ne savait pas quoi en faire. Ersi fit remarquer qu'il ne pouvait pas simplement laisser une créature comme celle-ci s'en tirer. C'était trop dangereux. 4 demanda « Alors on le détruit tout simplement. » Le protagoniste regarda silencieusement le monstre et réfléchit. Il baissa la tête et dit doucement « Je ne veux pas le tuer. » Puis il demanda s'il y avait un autre moyen. 4 sourit et fit remarquer que ça recommençait. Bonne se tenait à l'écart se demandant silencieusement ce qu'était cette chose qui ressemblait à une marque. Elle ne pouvait pas comprendre car cette marque donnait le contrôle sur les EK. Pourtant, c'était auparavant impossible et elle avait aussi une fonction étrange. La capitaine pensa que peu importe comment on voyait les choses, c'était bien plus qu'une simple marque. Behemoth s'approcha du monstre sous-marin étendu, posa sa main dessus et ordonna de ne pas le tuer, mais de le neutraliser. La capitaine observait la scène depuis le côté perplexe. La cicatrice parla de nouveau. « Contact sur ordre du contractant. Je commence à réécrire les paramètres de la cible. » Hans regardait avec colère, incapable de comprendre ce qui se passait. La cicatrice sur le doigt de Behemoth annonça qu'il s'agissait d'une espèce ancienne qui avait survécu jusqu'à leur époque et avança une hypothèse. Un reptile marin de l'ère des dinosaures habite toujours l'océan. Un risque a été détecté et le niveau de menace dépasse la limite autorisée. La cicatrice élimina le risque qu'elle avait détecté et avança une seconde hypothèse. Un phénomène psychologique hallucinatoire qui représente également un danger potentiel pour le cerveau humain. La cicatrice élimina ce danger et le monstre se souleva. Le protagoniste regardait stupéfait. Behemoth demanda à la cicatrice quel objet serait sélectionné pour la correction. Le monstre sous-marin tourbillonna dans les airs et commença à se transformer. Il se changea en un adorable petit phoque.
La cicatrice sur le doigt de Behemoth rapporta que l'optimisation était terminée, le transformant en l'hypothèse la moins dangereuse un phoque. Les exorcistes regardèrent l'adorable créature et furent ravis.